Espace 2, Annick Chuin. Aujourd'hui, nous vous proposons une descente au cœur de l'être avec une relecture des Énéades, le texte le plus célèbre de Plotin, philosophe à Alexandrie au IIIe siècle de notre ère. Une relecture d'une inquiétante étrangeté qui nous est offerte par le philosophe Alain Panero. Bienvenue à vous, bienvenue dans les temps qui courent. Les Énéades de Plotin représentent un passage obligé pour tout apprenti philosophe. L'œuvre est par commodité présentée sous le label du néo-platonicisme, comme s'il s'agissait d'une sorte d'élargissement et d'aboutissement du rationalisme grec, comme si elle poussait au plus loin la réflexion platonicienne autour de la question de l'être. Mais il se pourrait bien que l'œuvre de Plotin excède largement ce cadre. C'est ce que pense notre invité, Alain Panero, agrégé de philosophie et docteur de l'université de la Sorbonne. Selon lui, la théorie de l'être de Plotin, son ontologie, attaque la métaphysique de Platon pour la dépasser. Et les conséquences de ce dépassement pour nous au XXe, XXIe siècle ne sont pas des moindres. Dans un ouvrage intitulé Introduction aux Énéades, l'ontologie subversive de Plotin, qui est paru chez l'Harmattan il y a quelques mois, Alain Panero laisse entendre que le système de Plotin défie définitivement toutes nos capacités d'analyse et de synthèse, au point de mettre en péril les fondations de toute culture. C'est ce que nous verrons dans un instant. Alain Panero est l'invité de Marc Berman. Peut-être que Plotin lui-même n'a pas eu le sentiment de faire œuvre de subversion. Mais si vous voulez, à ses yeux, Platon et Aristote n'ont pas posé jusqu'au bout la question de la participation du sensible à l'intelligible. Cette question a deux volets, deux aspects. Il s'agit certes de se demander comment le sensible peut bien participer à l'intelligible, ce qui est la question traditionnelle, couramment examinée de la participation, mais il s'agit aussi, n'oublions pas, de se demander comment il peut y avoir autre chose que de l'intelligible. On va peut-être préciser que le sensible, c'est notre monde, ici-bas, voilà, et que l'intelligible, c'est le monde, pour Platon en tout cas, voilà, des réalités. C'est un monde d'au-delà, finalement. Des essences. Tout à fait. Voilà, et habituellement, il est vrai qu'on pose souvent la question, comment le sensible peut-il participer à l'intelligible? Mais il ne faut pas oublier l'autre côté, à savoir comment peut-il y avoir finalement un moindre être, une dégradation effective de l'intelligible, en quelque sorte, du divin. Oui. Alors Platon, d'une certaine façon, s'est arrêté trop tôt. Pourquoi? Il n'aurait pas osé penser jusqu'au bout la transcendance du bien. Certainement parce qu'il avait une visée politique. Il voulait fonder finalement l'ordre de la cité sur un ordre transcendant et il pouvait pas aller jusqu'à admettre une transcendance absolue du bien. Alors il s'est arrêté en quelque sorte trop tôt aux yeux de Plotin. Et Aristote, lui, au contraire, a été trop vite. Il a séparé trop vite l'intelligible du sensible. Il a en quelque sorte tranché le nœud gordien de la participation en concluant précipitamment une transcendance absolue donc de la pensée. Et par là même, le sensible devenait une sorte d'accessoire, de complément contingent, ajouté après coup en quelque sorte. Alors donc je pense que la subversion, c'est d'abord d'une certaine façon une déformation donc ou une continuation en fait, une torsion en quelque sorte de ces deux théories. Vous écrivez que l'ontologie de Plotin, donc qui transforme à la fois la théorie platonicienne et la théorie aristotélicienne, que l'ontologie de Plotin peut mettre en danger les fondations de toute culture. Si on résume un petit peu les choses, il est clair que Plotin, d'une certaine façon, va frôler l'abîme en réfléchissant sur l'un ou en faisant de l'un, disons, un principe tout à fait transcendant. D'une certaine façon, il va frôler l'abîme puisque on ne va plus pouvoir s'appuyer sur l'intelligible. Disons que l'être, le sens de l'être, d'une certaine façon, va être au-delà de l'éternité. Insaisissable. Alors, voilà, insaisissable. Alors il est vrai que nous, dans notre culture, la notion de patrimoine, par exemple, de transmission, est très importante. On veut tout garder, on ne veut rien perdre. Il est évident que aujourd'hui, par exemple, la traçabilité, la conservation est la règle. Or, si vous voulez, Plotin nous oblige quand même à penser comme tout premier principe, quelque chose qui aurait une très grande puissance d'effacement. C'est-à-dire une puissance à la limite de néantisation. Mais par rapport à l'homme, à la pensée de l'homme.
Alors, oui. Aujourd'hui, d'une certaine façon, la modernité veut que l'on essaie de penser quand même la nouveauté. Donc, enfin, si on se situe par rapport à une perspective contemporaine, disons qu'aujourd'hui, ce qu'on recherche, ce que l'homme recherche, ce que l'homme essaie de penser, c'est le temps. Oui. C'est la nouveauté, c'est l'imprévisible. Et on pourrait finalement dire que Plotin, si aujourd'hui on peut lire Plotin, on peut le lire dans cette perspective, en le situant, je dirais, entre Bergson et Heidegger. La perspective bergsonienne est une formidable pensée de la nouveauté. Bergson scrute le nouveau, le vivant. Il essaie d'une certaine façon de faire face au temps qui passe, mais chez Bergson, il y a une théorie de la mémoire qui est quand même une théorie de la conservation. Oui. Donc il va pas penser jusqu'au bout, enfin il ne va pas frôler l'abîme. Au fond, tout est déjà joué, car au fond, la mémoire va tout garder. Alors d'un autre côté, la pensée de Heidegger va être, elle, beaucoup plus inquiétante, profondément inquiétante, surtout dans un contexte historique comme le nôtre, puisqu'au fond, Heidegger m'apparaît comme plus plotinien que Plotin, puisqu'il pose un principe, au fond, capable de tout annuler, de tout effacer, dans une sorte de grand feu, en quelque sorte prétendument purificateur, perspective qui bien sûr fait trembler. Alors on doit se défier de cette perspective, donc se défier des autodafés qui prétendraient faire naître un nouveau monde, nous redonner une prétendue fraîcheur, une prétendue innocence ou virginité. Donc si vous voulez, pour l'homme, pour revenir à votre question, l'homme doit quand même essayer de faire face à la nouveauté, d'essayer de faire face au temps, et comment en quelque sorte réagir. Alors on peut se réfugier très vite effectivement dans des perspectives ontothéologiques, c'est-à-dire des perspectives qui consistent à dire qu'il suffirait de se convertir et de remonter vers l'éternité en Dieu, auquel cas on est dans une perspective spiritualiste assez classique, ou alors au contraire on essaie de faire face au temps qui passe, mais alors on risque de frôler l'abîme en se disant qu'au fond, à chaque instant, tout peut recommencer, tout peut être effacé, et alors à mon avis, si vous voulez, Plotin va se situer entre les deux. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus limiter la lecture de Plotin en insistant uniquement sur l'un, mais qu'il faut voir aussi la deuxième hypostase, etc. Et Plotin côtoie l'abîme, mais ne s'y complaît pas. Alors ça, on va y arriver tout de suite à la conception de l'un, c'est-à-dire de l'absolu. Ce que Plotin appelle l'un, c'est le transcendant absolu. J'aimerais maintenant qu'on en vienne à votre ouvrage, Alain Panero, cette introduction aux Énéades. La question centrale des Énéades est la suivante. L'être, se dit-il oui ou non en un seul sens? Je crois qu'il faut préciser la portée, l'enjeu exact de cette interrogation. Alors d'abord, dans les Énéades, d'une certaine façon, bon, c'est quand même très touffu, il y a beaucoup de traités, certains réfléchissent beaucoup sur l'ordre des traités, etc. Bon, ce qu'il faut dire d'un mot, c'est que d'une certaine façon, à chaque fois, Plotin s'interroge sur une difficulté liée à la théorie de la participation. Donc la participation de la matière à l'un, du sensible à l'intelligible. Alors on va y venir, Alain, d'abord du sensible à l'intelligible. Oui. Et Porphyre raconte, par exemple, dans sa vie de Plotin, que l'enseignement de Plotin était un peu chaotique. Alors je pense que ce désordre tient aux difficultés qu'il essayait de traiter. Et souvent, ces difficultés, au fond, étaient liées à la question de l'âme et du corps, comme vous indiquiez tout à l'heure, la question de l'homme. À quoi bon, au fond, se purifier si, après tout, une partie de nous reste dans l'intelligible? À quoi bon À quoi bon être sage? À quoi bon être moral? À quoi bon faire des efforts? Si l'âme est impassible, effectivement, on n'a rien à faire, elle ne risque rien. A fortiori, chez Plotin, l'un est au-delà de toute souillure, de toute altérité altérante. Donc on a le sentiment qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de paradoxes, et Plotin, dans les Énéades, est sans cesse en train de traiter ces questions, ce qui fait que c'est quand même assez difficile ou difficultueux. Alors maintenant, la question de l'université de l'être que vous posez, qui est au fond la même question, et qui va consister à réfléchir non pas seulement sur le rapport du sensible à l'intelligible, mais aussi sur le rapport de l'intelligible à l'un, à l'au-delà. Alors, comment dire l'être? Est-ce que l'être est sensible? Est-ce que l'être c'est l'intelligible? Est-ce que l'être c'est l'un? Peut-on essayer de comprendre les choses en établissant des analogies, en comparant différents types d'êtres? Alors, toutes ces questions vont traverser les Énéades. Alors, ce que je pense, moi, si vous voulez, c'est que ce qui va être subversif, pour le coup, c'est que
Plotin va nous laisser entendre que la vraie question de l'univocité n'est pas seulement celle du sensible à l'intelligible, mais d'une certaine façon, celle de l'un à lui-même. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir essayer de penser, c'est une ipséité assez déroutante finalement. L'un est incernable, on ne peut pas savoir ce qu'il est, on ne peut pas le comparer à autre chose, il nous échappe en permanence, et donc c'est très difficile d'avoir l'intuition d'un absolu dont la liberté hyperbolique, l'unicité, la singularité extrême interdisent toute conception univoque. Vous dites que l'un a une liberté hyperbolique, mais l'un, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ne peut pas être dit en mots, ne peut pas être cerné par le discours philosophique. Comment est-ce que dans ce cas-là, vous pouvez dire qu'il a, par exemple, cet attribut qui est celui de la liberté hyperbolique ? Alors justement, là, on arrive d'une certaine façon à la difficulté de dire l'un, à la question du discours apophatique, comment dire finalement ce qu'on ne peut pas dire. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans un tel contexte, on voit bien que l'usage du langage, de la rationalité, finalement ne va pas être tant de dire l'absolu comme on le croit. Le problème pour Plotin n'est pas tant d'exprimer l'inexprimable, de l'exprimer directement. Le problème du langage, le langage va servir à toujours mieux décrire ce qu'on a déjà dit. Il va y avoir tout un travail sur le langage, de purification du langage, et ça va être ça, d'une certaine façon, le discours apophatique. Donc il ne sera jamais question de dire l'un, parce que sinon, effectivement, il faudrait mieux se taire. Plotin serait dans la contradiction absolue. Alors simplement, Plotin nous dit on a dû ressentir quelque chose, il y a eu quelque chose qui a été, alors je sais pas, une extase, une intuition, une émotion, et ensuite essayons de parler tous ensemble pour démêler un petit peu les chevaux de ces intuitions disparates, qu'est-ce qu'on a ressenti d'une certaine façon, et comment essayer de se mettre d'accord sur ce qu'on peut dire avec certitude, alors de façon négative. Donc Plotin ne pensait pas que la philosophie était impuissante dans sa tentative de cerner l'un. Il y a une possibilité on va dire par cercle concentrique, de s'en approcher, d'approcher en tout cas cette intuition qu'on a en soi d'un absolu. Oui, cela dit, c'est vrai que même dans ces approches, comme vous dites, concentriques, c'est vrai qu'il y a une sorte de sentiment quand même d'inquiétante étrangeté, puisqu'au fond, c'est toujours inquiétant d'une certaine façon de s'apercevoir qu'on veut cerner quelque chose qu'on ne peut pas cerner. Donc d'une certaine façon, la philosophie en vient à se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on a voulu faire jusqu'à présent ? Que voulions-nous donc à raisonner ? Que croyons-nous donc ? Qu'espérions-nous donc ? On a quand même ce sentiment, si vous voulez, d'une raison qui, au moment où elle découvre sa puissance, s'aperçoit de son impuissance, de sa fragilité. En fait, l'inquiétante étrangeté de l'un provient du fait que on ne parvient pas à cerner une intuition qui est née en soi-même et que d'une certaine manière, on n'arrive pas à se cerner soi-même, plus que de ne pas arriver à cerner un transcendant. Voilà. D'une certaine façon, ce qui se passe, c'est que, à la limite, chacun peut être envoyé à lui-même. Oui. Parce que, si vous voulez, c'est pas seulement l'un, d'une certaine façon, qui est doué d'une liberté hyperbolique et qui nous échappe. Parce que là, d'une certaine façon, quand on dit ça, on a tendance, finalement, un petit peu à le substantifier. En réalité, on pourrait dire que chaque intuition de l'un, c'est-à-dire chaque individu, qui va avoir cette émotion, il va falloir essayer de faire communiquer les intuitions entre elles. À la limite, on pourrait dire qu'il y a presque autant d'un que d'intuitions. Mais alors là, si vous voulez, comment se mettre d'accord ? Comment savoir ce qu'on a ressenti ? Donc chacun se retrouverait dans sa singularité. Alors c'est pour ça qu'il faut forger un langage apophatique, dont le but n'est pas directement de dire l'un, mais dont le but est de faire un petit peu l'ensemble, démêler les intuitions, etc., et faire une sorte de discours commun qui nous permette de continuer à avancer. Et ça c'était le but des Énéades. Alors oui, je pense que c'est pour ça que effectivement les discussions qui peuvent paraître un petit peu, comme dit, des bagatelles, comme dit Porphyre, en réalité les gens essaient de se mettre d'accord. Donc il y a quelque chose finalement de très contemporain chez Plotin ici, dans une sorte quand même de théorie de la communication. Oui, c'est un texte, il faut le préciser, qui est très difficile d'approche. C'est un texte que tous les étudiants en philosophie vont lire, mais qui est un texte finalement ardu. Parce qu'on cherche effectivement une cohérence, on voudrait un fil conducteur. Alors le fil conducteur, eh bien, c'est essayer de
d'expliciter les problèmes de la participation, d'expliciter effectivement quel est cet un dont on ne peut rien dire et qui est quand même là, etc., et dont on parle alors qu'on ferait mieux de ne pas en parler, etc. Mais je pense quand même qu'on peut faire le partage, si vous voulez, entre les délires, entre finalement les chimères, entre des discours complètement fous sur l'un. Par exemple, les gnostiques vraisemblablement tenaient aux yeux de Plotin des discours totalement farfelus. Oui. Donc le langage apophatique, c'est une sorte de normativité, de norme, qui va quand même fonctionner comme une pierre de touche et qui va quand même permettre de faire le tri entre des conceptions totalement délirantes et l'élucidation, l'herméneutique en quelque sorte de l'être. Il y a une notion cruciale à saisir pour approcher l'ontologie de Plotin, sa théorie de l'être, c'est la notion de conversion, une notion déjà présente chez Platon. Alors pour Platon, en 2 mots, pour Platon, la conversion est ce moment où le prisonnier de la caverne détourne son regard des ombres pour voir la réalité, c'est-à-dire le moment où il va s'intéresser au monde intelligible, au monde des idées. Quelle différence existe-t-il entre la conversion de Platon et celle de Plotin ? Alors, on peut dire d'un mot que la conversion de Platon, c'est une conversion du sensible vers l'intelligible. Chez Plotin, la conversion de l'âme vers l'intelligible ne la comble pas. C'est-à-dire que l'âme va encore chercher autre chose. Alors elle risque de traverser une sorte de nuit ténébreuse. Oui. Et les commentateurs sont souvent gênés aussi par le fait que Platon dit que l'âme oscille. Il y a une oscillation, un petit peu comme si, chez Platon, comme vous le disiez, au fond, on sortait de la caverne, on redescendait, etc. tout le temps. Alors moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de montrer qu'en fait, la conversion chez Plotin avait pour but d'accompagner, alors ce que j'ai appelé le battement supratemporel de l'un, c'est-à-dire que l'un est doué d'une sorte de vitalité, de survitalité, il est capable d'échapper à toute chose, et donc même d'échapper à l'éternité, d'une certaine façon, il n'est jamais figé dans une nature, dans une déterminité, et cette espèce de mouvement, de retrait, alors d'immanence, transcendance, disons pour aller vite, eh bien au fond, notre âme va essayer de l'accompagner. C'est-à-dire que finalement, si l'un se retire et abandonne un petit peu le monde, le laisse à lui-même, comme on trouve ça déjà chez Platon, après tout, l'âme philosophe ne va pas s'en plaindre. Elle sait que cela est nécessaire et qu'après tout, même si elle a abandonné, d'une certaine façon, elle va s'occuper finalement des choses sensibles, elle va faire ce qu'elle a à faire. Donc la différence, elle serait là, en ce que quand même chez Platon, on peut monter jusqu'à l'intelligible. Dans l'intelligible, on aperçoit au loin, à l'horizon, le bien. Mais d'une certaine façon, ce bien reste une sorte de super-essence. Je veux dire par là que... Bon, quand on est dans l'intelligible, on aperçoit le bien et on est content d'une certaine façon. Et ça ne suffit pas d'apercevoir. Ça ne suffit pas, ouais. Ça ne suffit pas. D'où le risque, effectivement, d'aller trop loin ou de se perdre. Et ça peut expliquer, d'ailleurs, la fameuse descente de l'âme dans les corps. D'où vient-il que les âmes ont oublié leur père ? Et parce que c'est un danger, ça, pour Plotin. Alors, pour l'âme. Oui, alors, justement, tout le travail de conversion et de purification, puisque c'est inséparable au fond, consistera à assumer ça. C'est-à-dire qu'il faudra assumer cette condition qui est de permettre en quelque sorte que l'un sorte de l'étang, ne reste pas enlisé dans l'étang, donc même pas dans l'intelligible, et que l'un finalement s'échappe. Et d'une certaine façon, chez Plotin, il y a une sorte d'idée de sacrifice du fini. Alors, non pas parce qu'on est dans un système hégélien où tout serait réglé par avance, mais parce que d'une certaine façon, le principe a une sorte de vitalité. Alors je dis quelque part, et c'est peut-être un peu choquant, que l'un ne vit que pour lui-même. Mais d'une certaine façon, c'est vrai, donc il ne vit que pour lui-même, et nous avons, alors c'est pour ça qu'il y a peut-être des traces ici de stoïcisme chez Plotin, nous avons d'une certaine façon à nous résigner, c'est-à-dire à accompagner cette échappée belle de l'un, cette sortie hors de l'étang, et on peut se réjouir finalement. Alors le passage du temps, moi j'essaie de montrer que en fait la purification n'est pas tant un travail sur les passions, comme si on était toujours préoccupé par nos passions et qu'il fallait s'en défaire, mais d'une certaine façon la temporalisation elle-même, c'est-à-dire le fait de passer, de vieillir et d'aller jusqu'au bout du temps, c'est-à-dire non pas seulement une structure ontologique, mais que cette structure elle-même se dissolve jusqu'à ce que d'une certaine façon il y ait un instant où on meurt, etc. Eh bien, ce vécu empirique du vieillissement, de la mort, etc. permet l'échappement du principe. Alors je ne dis pas que je suis plotinien, j'essaie de...
Voilà. Là, Ça, souvent, on ne veut pas le voir. Et souvent, en fait, on dit que l'âme, en fait, remonte vers l'éternité. Et puis, un petit peu dans la transparence de ce monde d'y après, est heureuse. Si on revient justement sur la terre avec les hommes, Plotin parle de cette purification que vous avez mentionnée de nombreuses fois, purification qui est nécessaire à la conversion plotinienne, c'est-à-dire pour au moins avoir l'intuition de l'un. Concrètement, cette purification, de quoi s'agit-il ? Alors, d'une certaine façon, il faut essayer d'accompagner. Alors, à la limite, à l'extrême limite, les vivants, disons, les animaux, etc., les plantes, leur existence, le fait qu'elles naissent, qu'elles croissent, qu'elles périssent d'une certaine façon, ça suffit d'une certaine façon, ce mouvement, disons, de néantisation, suffit à permettre un échappement de l'un. Alors nous, à notre niveau, il faut faire davantage. Il faut d'abord vivre longtemps. Et en ce sens, n'oublions pas que Socrate a quand même vécu de façon assez âgée. Il ne s'agit pas du tout de fuir le monde et de se suicider, pas du tout. Au contraire, il s'agit de permettre en permanence une sorte d'échappement de l'un. Donc il faut étudier, il faut se transformer. Et tout ça, tout ce à quoi nous tenons, ce qu'on évoquait tout à l'heure au début, le patrimoine, la culture, etc., eh bien, d'une certaine façon, tout ça, on sait que ça va disparaître, et au lieu de s'en plaindre, d'une certaine façon, on se réjouirait que, au fond, tout ça ne soit pas de l'ordre de la chose, de la choséité, de l'étang. Donc, l'anthologie de Plotin ne mène pas, finalement, concrètement, à une fuite du monde sensible. Non, non. Pas du tout. Il s'agit au contraire, si vous voulez, d'être là et en fait d'accompagner cette espèce de battement supratemporel. Donc on est là et il faut être là le plus longtemps possible. Tant qu'on est là, il y a possibilité, si vous voulez, de vieillir, de passer. Il y a une temporalisation qui fait que d'une certaine façon, c'est l'envers ou le revers de la supratemporalité de l'un. Il y a deux concepts dans l'anthologie de Plotin antinomiques et entre lesquels vont se trouver toutes les catégories d'êtres. C'est le concept de l'un, comme on l'a évoqué et comme on l'évoque depuis un moment, et il y a celui de matière. Alors j'aimerais que l'on évoque les conséquences concrètes de la conception plotinienne de l'absolu en faisant un détour par le champ de l'éthique. L'un, pour Plotin, est l'être absolu et le bien, ce qui doit être. La matière est le non-être absolu, et donc le mal. Et si l'on revient au niveau de l'homme vivant, je me posais la question de la façon dont Plotin envisage le rapport que l'homme doit entretenir avec la matière, et notamment avec son corps. Oui, alors bon, d'un mot, il est évident que Plotin a besoin à un moment donné dans sa théorie de la matière, il en fait une sorte de déduction a priori, parce que sinon tout serait intelligible. Donc il faut absolument essayer de penser une altérité défaisante. Bon, moi je pense que cette altérité défaisante, si on doit la penser jusqu'au bout, il faut admettre que l'un s'échappe. Et dans cette espèce d'échappée, il y a au fond des traces qui sont là, et c'est la matière qui fait une sorte de tunnel. Enfin, c'est le bord de l'échappée, de la trouée en quelque sorte. Alors, d'un point de vue très concret, bon, le sage stoïcien, vous savez que au fond, Plotin ne croit pas aux vertus inférieures, enfin aux vertus sociales. Enfin, c'est intéressant, mais il sait bien qu'on peut être des tartuffes, qu'on peut faire semblant. Donc lui, ce qui l'intéresse quand même, c'est de retrouver une sorte d'unité intérieure. Alors, ça, c'est très platonicien d'une certaine façon. Mais le problème, c'est que Plotin nous dit qu'il faut imiter Dieu, et que Dieu n'a pas de vertu. Donc il y a quelque chose, bon, il reprend ça de Platon d'ailleurs, du Théétète, c'est quand même assez curieux. Donc d'une certaine façon, il faut imiter un Dieu, mais Dieu, bien entendu, lui, il n'a pas à être vertueux. Et il n'a pas de qualité, voilà. Surtout. Il n'a pas de qualité, voilà. Ouais. Donc bon, comment son éthique est-elle fondée, c'est assez curieux, mais bon, ce qui est sûr, c'est que dans la vie de tous les jours, je pense que, alors ça nous étonnerait aussi, parce que, à mon avis, Plotin était quelqu'un qui devait toujours se préparer. Enfin, alors je dis pas se préparer à mourir, voyez-vous, mais il avait quand même. Alors je dis pas que c'est un être pour la mort, comme Heidegger, etc., parce que tout ça, bon, ça peut être dangereux comme pensée. Mais enfin, c'est quelqu'un qui devait se dire à chaque instant, finalement, je suis là, je peux mourir d'une certaine façon. Je suis préparé.
Donc ce serait assez curieux. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit toujours en train de lutter contre des passions. Je pense qu'à un moment donné, il s'agit pas d'être toujours dans la réaction. Il s'agit de les oublier, les passions. Je pense que Plotin, c'est quelqu'un qui avait oublié ses passions. Alors, est-ce que c'est de la vertu ? Est-ce que c'est conciliable avec la vie sociale ? Ce n'est pas sûr. Est-ce que l'ontologie de Plotin mènerait un être là excellent, un être là, disons, peut-être plus intense, un sentiment de présence plus intense qu'une autre conception de l'être, selon vous, Alain Panero ? Oui, alors je pense, moi je veux absolument interpréter quand même finalement Plotin dans un sens positif, et je pense que en fait Plotin cherche une sorte de présence, là comme vous dites. Au fond, il traque une sorte d'émotion. Il s'agirait au fond d'être présent à ce qui arrive. C'est-à-dire que la conscience éprouverait au fond d'elle-même la nouveauté, l'être là, l'existence. Alors sans qu'il y ait un mystère, mais une sorte peut-être d'émerveillement qui est tout simplement une sorte d'étonnement philosophique. Alors là, bon, en un sens, c'est pas très subversif, parce que au fond, l'étonnement philosophique, c'est très classique. Oui. Mais bon, dans la société romaine ou égyptienne de l'époque, je pense que quand même, comme un peu aujourd'hui, où il y a une fétichisation quand même de la marchandise, on capitalise, on a toujours peur de perdre quelque chose, etc. Dans la pédagogie, on transmet, c'est un peu les vases communicants, comme dans le banquet. On s'occupe pas trop d'attendre, d'une certaine façon, que chaque sujet découvre, soit touché lui-même par une sorte d'émotion. Donc je pense que l'éthique de Plotin, c'est alors c'est pas penser par soi-même comme les Lumières, mais c'est au fond ressentir quelque chose et à ce moment-là être quelqu'un. Parce qu'au fond, nous risquons de ne rien ressentir, et si nous ne ressentons rien, nous ne sommes ni un corps, ni une âme, ni un composé d'âme et de corps. Pour être une personne, non pas au sens moral qu'ancien, mais pour être tout simplement quelqu'un, il faut bien ressentir quelque chose. Il faut pas être en permanence dans l'imitation, dans les stéréotypes. Donc, à un moment donné, au moment où nous sommes touchés, à la limite, nous devenons un. Et peut-être que finalement, c'est cela que nous dit Plotin, devenir nous-mêmes ou devenir quelqu'un, et pas une chose ou pas une image. Et donc, à mon avis, ça doit être ça l'éthique, essayer de se préparer pour essayer d'avoir cette émotion sans faire semblant. Bon, mais est-ce que c'est faisable ? Une grande disponibilité finalement. Ça, en tout cas, voilà, c'était le mot que j'allais chercher, c'est la disponibilité. Alain Panero, je vous remercie en tout cas de nous avoir donné cette lecture très contemporaine de ce texte de Plotin, ce texte difficile de Plotin, Les Énéades, un livre que je ne peux que recommander à nos éditeurs, ça je dois dire, Introduction aux Énéades, l'ontologie subversive de Plotin. Merci beaucoup. Et l'ouvrage de notre invité est paru aux éditions L'Harmattan. Cette émission vous était proposée par Marc Berman avec la collaboration de Gilles Ozaman, Mélissa Hertel et Annick Chuin. Demain à 8h30, la Chine et cette question, sera-t-elle notre cauchemar ? Questions et réponses avec Philippe Cohen, journaliste à l'hebdomadaire Marianne. Les temps qui courent s'achèvent, mais nous nous retrouvons bien sûr ce soir en nouvelle diffusion à 19h30. Merci de rester avec nous. Dans un instant, musique en mémoire. Le directeur de théâtre de Mozart et la Canterina de Haydn, deux œuvres rarement jouées, à découvrir à l'Opéra de Lausanne du 17 au 24 février. Un thème commun réunit ces deux ouvrages, la vie des théâtres lyriques et des cantatrices de l'époque, avec la Camerata et le Sinfonietta de Lausanne sous la direction de Pierre Amoyal. Renseignements 021 310
16 00 ou www.opéra-lausanne.ch. L'Opéra sur Espace 2, c'est le samedi soir à 20h. 1, 2, 3, 4, 5. Espace 2, bientôt 9h. Jean-Luc Rider vous attend après les informations. Radio Suisse Romande, les informations, Karine Vazarino. Après l'UBS, le Crédit Suisse annonce à son tour aujourd'hui un nouveau résultat record. La deuxième plus grande banque helvétique a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 5 milliards 850 millions, en hausse de 4% par rapport à 2004. Le Crédit Suisse propose un dividende de 2 francs par action, en hausse de 50 centimes. Le conseil d'administration de Swiss Metal demande au médiateur